L'Econocast est un podcast Geekzone rendu possible par le généreux soutien de nos abonnés Patreon. Si vous aussi vous souhaitez soutenir la production de nos podcasts, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Merci. Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Econocast, un épisode un petit peu spécial ce mois-ci puisqu'on avait décidé de consacrer, plutôt que de faire une thématique centrale sur tout l'épisode, on avait choisi de profiter de cet épisode pour faire un petit peu le tour de quelques définitions, quelques termes, quelques expressions utilisées dans le monde de l'économie et de la finance qui vous interpellent et dont vous nous avez demandé de détailler un petit peu, n'est-ce pas Mickaël ? Oui, alors rassurez-vous tout de suite, on a choisi des expressions plutôt imagées, souvenez-vous, ouais. Ça nous est arrivé d'aborder par exemple l'expression concours de beauté dans un épisode précédent, mais les économistes sont coutumiers des expressions un peu allégoriques, métaphoriques, parfois un peu bancales, donc on s'est dit que ce serait peut-être l'occasion aussi de faire un petit best-of sur des expressions qui méritent pas un épisode complet, il n'y a pas de quoi faire une demi-heure là-dessus, mais l'occasion quand même de les aborder. Voilà, tout à fait. Bon, j'ai oublié de te dire bonjour du coup, bonjour Mickaël. Bonjour Faskil et bonjour à toutes et à tous. Allez, on va commencer tout de suite avec une expression qu'on connaît tous, mais qui a peut-être des significations spécifiques à la finance et à l'économie, c'est toute chose étant égale par ailleurs. Et c'est quoi là ? C'est la version latine, ceteris paribus ? C'est ça, ceteris paribus. Alors je sais pas pourquoi moi ça me faisait penser à cette expression en science qui est rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, mais finalement ça n'a pas grand-chose à voir. Je sais pas pourquoi ça me faisait penser à ça. Oui, c'est l'expression de Lavoisier pour la chimie, bien sûr, ouais. Qui n'est pas sans rapport avec un autre terme qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc, je donne rendez-vous aux auditeurs un peu plus tard. Mais sur l'expression toute chose étant égale par ailleurs, on l'entend beaucoup. Je plaide coupable parce qu'effectivement, je m'en sers souvent dans ce podcast. D'ailleurs, si elle figure sur la liste, c'est parce que la question nous a été posée par nos fidèles auditeurs. C'est effectivement une expression qui a quand même un lien plutôt scientifique, mais bon, l'économie est une science, une science sociale, mais une science quand même. Donc quand on emploie l'expression toute chose étant égale par ailleurs, ou effectivement sa variante latine ceteris paribus, ça signifie stricto sensu que on ne considère que le paramètre mentionné dans le discours sans considération pour les autres paramètres. Donc d'un point de vue plus équation ou d'un point de vue plus scientifique, pour les ingénieurs et les scientifiques qui nous écoutent, c'est l'idée de dire on va friser un paramètre, on va friser toutes les autres variables et on va juste faire bouger un paramètre. Allez, un exemple, comme dans le dictionnaire, ceteris paribus, il est mieux de diminuer le risque climatique que de l'augmenter. Mais en ayant dit ça, on n'a pas pris en compte des effets sur le PIB, sur le social, etc. C'est juste que c'est une première approximation. Donc typiquement, si je veux augmenter le paramètre X pour observer l'évolution de l'output Y, par exemple, l'effet d'une hausse d'impôt sur le PIB, je peux faire un petit calcul de coin de table, toute chose étant égale par ailleurs. Voilà. Mais bien évidemment, si on voulait être un peu plus exact, il faudrait aussi regarder l'effet sur les autres variables et regarder ce qu'on appelle des effets du premier ordre, second ordre, troisième ordre, etc. Mais voilà, c'est en tout cas un raisonnement qui est souvent utile en économie, comme en sciences d'ailleurs. Alors un autre terme qui revient souvent en économie et qui visiblement pose question, en tout cas moi ça ne m'inspire absolument rien, c'est la politique procyclique versus politique contracyclique. Alors là j'ai essayé de réfléchir à ce que ça pouvait vouloir dire et franchement j'en ai pas la moindre idée, donc il va falloir que tu m'éclaires. Qu'est-ce que procyclique et contracyclique en termes d'économie ? Alors déjà rassurez-vous sur le choix des mots, on a pris les plus chiants et les plus techniques tout de suite pour les évacuer et après on va partir sur des choses un peu plus imagées. Mais c'est un terme qui revient souvent et qui est assez important dans la politique conjoncturelle, donc conjoncturelle vraiment donc liée en général aux circonstances économiques, c'est ça qu'on veut dire. Alors l'idée c'est que dans la politique publique et notamment dans la politique économique, on peut en général faire un choix d'une politique soit procyclique, soit d'une politique contracyclique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le cas d'une politique procyclique, c'est une politique qui va avoir tendance à appuyer le cycle. Et à contrario, la politique contracyclique aura plutôt tendance à aller à l'inverse du cycle, donc à essayer de le corriger plutôt que de l'amplifier. Et donc, pour donner un exemple simple de cet exemple-là, un exemple procyclique, ce serait de dire quand la croissance est en berne, on ferait une politique d'austérité.
ce qui aura généralement la tendance à faire baisser encore plus la croissance. À l'inverse, lorsqu'on aurait une phase de récession ou une phase de crise, augmenter les dépenses publiques, ce serait une politique contracyclique, c'est-à-dire qui cherche du coup à corriger les effets. Pour donner un exemple, ou un autre exemple qu'on connaît bien en ce moment, avec l'inflation qui a augmenté, les banques centrales ont augmenté les taux, donc dans l'objectif d'essayer d'enrayer cette inflation. À l'inverse, augmenter les dépenses et émettre encore plus d'argent ou de monnaie aurait eu peut-être, ou très probablement, une tendance procyclique d'augmenter encore plus l'inflation. Voilà, donc c'est cette nuance-là, et c'est un terme utilisé sans arrêt en politique publique et en économie, de savoir si l'approche économique est plutôt procyclique ou contracyclique. Alors un terme qui revient souvent aussi, et ça en revanche ça m'inspire quelque chose, c'est les entreprises zombies. C'est un terme qui donne un peu l'impression qu'on a affaire à une société qui est maintenue artificiellement sur le marché alors qu'elle ne représente plus rien ou qu'elle ne génère plus rien. C'est un truc du style ou bien rien à voir? Non, c'est quasiment exactement ça. Ouais. On aurait dû faire un quiz. Moi, je profite de cet épisode pour dire que c'est peut-être ce qu'on aura de plus proche d'un quiz et que les quiz de Rue de la Révolution me manquent beaucoup. donc j'en profite. Mais oui, c'est effectivement ça. Alors voilà, on arrive sur les expressions imagées et puis c'était Halloween il y a pas si longtemps que ça, donc c'est à propos. Ça sonne comme une blague, une entreprise zombie, mais c'est un concept économique très sérieux. En fait, les entreprises dites zombies, c'est des entreprises qui se maintiennent en vie alors qu'elles apparaissent comme des candidates probables à la défaillance, à entrer en redressement ou en liquidation judiciaire. En gros, c'est des entreprises qui manquent de profitabilité, en gros, qui arrivent un peu à survivre, mais qui ont du mal à dégager suffisamment de profit pour couvrir, par exemple, les charges d'intérêt de leurs dettes ou même carrément pour pouvoir rembourser leurs dettes. Et dans une période comme celle qu'on a vécue les 15 dernières années avant le retour de l'inflation, où on avait des taux d'intérêt très bas et la politique monétaire qui encourageait un petit peu tout ça, voire même aussi pendant le Covid, les prêts garantis par l'État. En gros, on a beaucoup d'entreprises qui vivotaient, mais comme l'accès au financement était facile, elles arrivaient à vivre une année, 2 années, un temps supplémentaire sans forcément faire par exemple les réformes nécessaires. Il y a un exemple assez classique, c'est de dire que les entreprises italiennes, par exemple en Europe, ont un petit retard sur la digitalisation, donc sur le fait par exemple d'avoir des boutiques en ligne, etc. Et que voilà, bon, en général le sud de l'Europe a un pourcentage d'entreprises zombies un petit peu plus supérieur à la moyenne. Mais voilà, une entreprise zombie, donc c'est une entreprise qui serait une bonne candidate à la défaillance, au fait de faire faillite, mais qui est quand même maintenue en vie grâce à des circonstances de financement plutôt favorables. Et donc, tu l'auras compris, dans une période comme celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire où les taux ont augmenté et donc les conditions de financement sont un petit peu plus restreintes, on a pas mal de candidats à la faillite qui ont des chances de faire faillite. Il faut savoir que dans les pays de l'OCDE, à la fin des années 80, on estimait le nombre d'entreprises zombies à 4%, donc on était vraiment dans l'épaisseur du trait, c'était pas un gros phénomène. Mais voilà, en 2017 ou dans les années plus récentes, le nombre d'entreprises zombies était mesuré à hauteur de 15%, ce qui est quand même pas rien. Oui, effectivement. Et donc, évidemment, avec le retour de l'inflation, la fin des aides économiques liées au Covid ou la remontée des taux avec les banques centrales, il y a pas mal d'entreprises zombies qui vont peut-être du coup passer de la vie à la mort. Et on l'a vu dans les informations récentes, des chaînes de textiles, je crois des Camailleux et d'autres qui ont eu des redressements, des soucis. Le groupe Casino aussi, SFR qui a 2-3 soucis, WeWork qui a enfin fait faillite depuis le temps qu'on n'y croyait plus, et ce genre de choses. Donc voilà, pour un petit peu illustrer ce concept imagé des entreprises zombies. Et puis on va parler d'un autre concept que tu maîtrises bien pour le coup, puisque c'est un peu ton boulot, c'est les bad banks. Voilà, et j'embrasse bien évidemment tous ceux qui adorent mes anglicismes. Alors bad banks, c'est pas vrai. Alors si je traduis ça en français, ça va donner directement la définition. En français, on appellerait ça une structure de défaisance. Et donc bad banks, c'est pas une banque qui serait une banque pourrie dans le sens où ah tiens, la BNP ils m'ont mis des agios, c'est vraiment une bad bank. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Banks, c'est pas non plus la série allemande dispo sur Arte et Netflix, qui est d'ailleurs pas ouf. C'est donc une structure de défaisance, et donc en fait c'est une
Pratique assez commune chez les banques, évidemment. Année après année, les banques ont un bilan. Elles ont des actifs, donc des trades, des produits financiers qui s'accumulent d'année après année, parce que c'est quand même en général des produits. Il y a des produits court terme, des produits long terme, mais voilà, il y a des produits avec différents profils de risque et différentes maturités, et donc ça s'accumule au fur et à mesure des années. Et puis des fois, il y a le besoin de revendre certaines de ces positions-là ou de changer un petit peu le business. Par exemple, là, avec la remontée des taux, il y a pas mal de portefeuilles qui sont plus aussi performants qu'ils l'étaient quand les taux étaient plus bas, parce que voilà, le marché a bougé, et il peut y avoir la volonté un petit peu pour les banques de réaliser leurs pertes un peu plus vite en essayant de se débarrasser de ces produits-là. Et une manière de le faire, c'est de mettre en place une bad bank, donc en fait une structure de défaisance. C'est-à-dire que la banque, dans son groupe bancaire, va avoir plusieurs entités, hein, comme on les appelle, et elle va mettre en place une entité spéciale, un véhicule spécial, dont le boulot à plein temps va être de se débarrasser de ses assets. Et parfois avec du coup une ristourne, avec du coup l'effet bénéfique de dire aujourd'hui il va me falloir probablement 2 à 3 ans pour me débarrasser de tous ces portefeuilles que je viens de marquer comme étant des activités non-core, hein, voilà, encore du franglais, enfin donc des activités qui sont plus rentables aujourd'hui ou qui me coûtent trop cher en capital, etc. Donc je vais m'en débarrasser. Je vais les mettre du coup dans une entité exprès, comme ça me permet d'indiquer dès aujourd'hui au marché à quoi va ressembler mon bilan clean, et d'où l'appellation bad bank. Certes, ces actifs au premier jour sont toujours sur mon bilan bancaire, c'est toujours à moi, mais je peux quand même indiquer au marché la good bank et la bad bank. Voilà, c'est un petit peu le concept derrière une bad bank, qui est un faux ami, voilà, qui ne désigne pas une banque pourrie comme pourrait. Mais je donnerai pas de nom. Voilà. On passe du côté des animaux avec tout d'abord le cygne noir, et puis on verra qu'il a il y a une autre couleur. Il a un petit frère. Oui, c'est ça. Il a un petit frère, le cygne noir. Bah, là aussi, tu seras ma victime, Pascal. Laisse-moi te poser la question. Est-ce que t'as déjà vu, toi, un cygne noir? Bah, c'est pas une histoire d'oiseau de mauvais augure ou quelque chose dans le genre? C'est un peu ça, effectivement. Il y a un peu de ça, mais en gros, c'est plutôt pour illustrer un biais cognitif. C'est ce biais cognitif d'abord, hein, au départ, c'est cette croyance. Pendant longtemps, on a cru que les cygnes noirs, ça n'existait pas, parce qu'en Europe, on n'en avait jamais vu. Donc, côté un peu empirique, j'ai jamais vu de cygnes noirs, donc les cygnes noirs n'existent pas. Et on a cru que tous les cygnes étaient blancs pendant longtemps. En tout cas en Europe, jusqu'au jour où on a découvert des cygnes noirs en Australie. Donc cette petite histoire, cette petite maxime découle donc la théorie du cygne noir, qui a été développée par Nassim Nicolas Taleb, qui est un statisticien et un ancien trader. Comme quoi on peut toujours se refaire. Et donc ce qui est désigné par l'expression cygne noir, c'est un événement rare et imprévisible, c'est-à-dire qu'il a une faible probabilité de se dérouler, hein, tout comme la probabilité de tomber sur un cygne noir en Europe était assez faible, et donc on a cru qu'il n'y avait que des cygnes blancs, mais qui aurait des conséquences d'une portée significative et jamais vues auparavant. Donc là on arrive un peu sur ton histoire d'oiseau de mauvais augure, de chat noir. Donc ces événements cygnes noirs, hein, comme décrit par Nassim Taleb, c'est pas pour rien qu'il est statisticien, sont majeurs, hein, ont des effets assez extrêmes, mais ils sont aussi extrêmement durs à prédire. Et ça, c'est notamment dû à un biais qui finalement illustre un petit peu cette histoire de tous les signes sont blancs parce que j'ai jamais vu de signe noir. C'est que la science économique et la statistique fonctionnent, et notamment en finance, par le fait qu'on cherche à prédire le futur en regardant les données passées. Donc la plupart des modèles financiers utilisent des crises passées comme prédiction du scénario du pire, hein, comme prédiction des signes noirs. Mais non seulement c'est erroné, parce qu'une crise financière future peut très bien être pire qu'une crise passée, mais surtout elle peut être causée par de nouveaux facteurs imprévisibles. Et si ce concept vous intéresse, je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode sur la régulation financière où on en avait parlé un petit peu. Et donc pour terminer, voilà, un signe noir, c'est tant qu'on n'en a pas vu, on ne croit pas que ça existe, et c'est un petit peu la grille de lecture qui malheureusement prévaut souvent encore en économie et en finance. Alors il existe aussi un signe vert, c'est quoi, c'est l'inverse? Ah ouais, tiens, intéressant, bon guess, je l'avais pas vu comme ça. Non, c'est vraiment son petit frère, c'est la théorie du signe noir, mais appliquée au dérèglement climatique. D'accord, ok, spécifique alors.
Voilà, c'est ça, c'est un petit peu une espèce de version mise à jour du signe noir, mais plus spécifique à la question du dérèglement climatique. C'est le greenwashing du signe noir, en fait. Plutôt le contraire. L'idée, c'est peut-être même de lutter contre le greenwashing, c'est de dire, voilà, on n'a pas encore observé de conséquences ultra graves du dérèglement climatique, même si, mine de rien, on en observe de plus en plus. On voit bien que le dérèglement climatique crée de plus en plus de canicules en été, de sécheresse, de tempêtes incontrôlables, comme on le voit un peu en ce moment. Ça fait quand même quelques années qu'on commence un petit peu à les sentir, mais ça reste quand même des événements isolés. On n'est pas sur le truc systémique tel que le signe noir, un petit peu doomsday scénario. Voilà, la théorie du signe vert, c'est de dire la même chose. Statistiquement, du coup, historiquement, on n'a pas observé encore les pires conséquences du réchauffement climatique, et donc les modèles financiers, notamment, sont pas du tout en mesure de capturer et de mesurer vraiment ce que le risque climatique va nous mettre dans la gueule à terme, et de modéliser donc cette incertitude radicale, particulièrement quand on essaie de prévoir le futur avec le passé. S'ajoute à ça, sur le côté vraiment signe vert, donc risque climatique, le côté non linéaire de ces événements-là, c'est-à-dire que plus 1 degré veut pas dire plus 1% de risque, plus on va y aller, c'est une croissance plutôt exponentielle et non linéaire, parce qu'il y a des effets de cascade qui sont non réversibles, ce qui fait que si un jour on atteint un certain palier, plus 2 degrés et quelques, il y aura un tel niveau de fonte des glaces qu'on ne reviendra jamais avant. Donc c'est cette nuance-là aussi qu'apporte le signe vert, et c'était une manière un petit peu catchy entre guillemets de faire passer le message, et ce sont d'ailleurs des régulateurs et des banquiers centraux qui sont arrivés à ce concept-là pour essayer justement de pousser les financiers et les banques en particulier à changer un petit peu leur grille de lecture pour mieux intégrer ce risque. Et puis on va parler d'un terme dont j'ai déjà entendu parler, mais alors pas du tout en économie, c'est le Twin Peaks System. Alors là, je sais même pas, si tu veux, comment spéculer sur ce que ça peut vouloir dire. Il y a tellement de choses bizarres et étranges qui se passent dans Twin Peaks que quel est le rapport en fait? Non, alors bon, bien évidemment, je fais un clin d'œil à Twin Peaks parce que puisqu'on est dans les expressions un peu imagées et qu'on est tous les deux, toi et moi, de grands fans de Twin Peaks, je ne pouvais pas passer à côté. Ça n'a malheureusement pas grand-chose à voir avec la série, voire même pas du tout. Il faut vraiment s'imaginer juste l'idée de 2 montagnes, de 2 sommets, de 2 piliers. Voilà, le Twin Peaks System, c'est simplement ça. En fait, ça a rapport à la régulation financière, la supervision financière par ailleurs. C'est un modèle en fait à appliquer, c'est-à-dire que pendant longtemps, la régulation bancaire, ça pouvait être, par exemple, la juridiction, ou ça pouvait être le mandat d'une entité de régulation, ou au contraire, ça pouvait être le mandat de plusieurs entités, la Banque centrale d'un côté, le ministère des Finances de l'autre, l'autorité des marchés de l'autre, et donc c'était parfois un peu le bordel. Surtout quand, par exemple, en 2008, la crise financière, cette fois-ci, elle était une grosse crise financière, donc assez systémique. Les gens se renvoyaient un peu la balle, qui s'occupait de quoi, et donc c'était finalement une manière de promouvoir un nouveau modèle d'organisation de la régulation financière, avec 2 entités finalement séparées qui vont avoir des rôles complémentaires. Donc ce modèle Twin Peaks se décrit en fait que un des sommets va plutôt avoir trait au comportement du marché, donc ce qu'on appelle le market conduct, vérifier les fraudes, vérifier les bons fonctionnements du marché, vérifier les bonnes pratiques, etc. Et de l'autre côté, un régulateur qui s'occupe plutôt de la question prudentielle, donc c'est-à-dire vraiment le risque financier, si les taux d'intérêt bougent, s'il y a des risques de défaut à cause d'une augmentation des entreprises zombies, par exemple, le risque systémique. Donc d'un côté, on a plus un côté comportement de marché, de l'autre côté, coussin de sécurité, levier de sécurité sur finalement les risques financiers. Et donc ce modèle-là va encourager finalement aussi, parce qu'on va avoir des acteurs de différentes tailles, on va avoir plein de banques, des petites, des moyennes, des grandes, et donc le côté comportement du marché, le côté séparation Twin Peaks va encourager aussi une entité à regarder les 90% des acteurs les plus petits
qui sont des petits acteurs qui sont pas systémiques, mais qui doivent quand même être contrôlés. Donc c'est pour garder une certaine proportionnalité. Alors que l'autorité prudentielle, qui elle va regarder aussi le risque plus systémique, plus important, va regarder les gros acteurs, les 10% de plus gros acteurs, qui en général c'est un peu la règle du 80-20. On va avoir 20% des banques qui vont représenter 80% du marché et 80% de petits acteurs qui vont représenter que 20% du marché. Donc on peut avoir aussi une approche plus proportionnée et réaliser que avoir des attentes un peu plus importantes sur ces gros acteurs, puisqu'ils ont un risque plus important de contagion, est assez pertinent. Et c'est un modèle qui effectivement a été établi en 96 pour nos amis belges en Australie au départ, mais c'est un modèle qui a été adopté aussi aux Pays-Bas, en Belgique, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, etc. et qui continue à faire des émules, comme d'ailleurs la série de David Lynch. Oui, alors je suis dessus quand même. Pas de bob, pas de café, pas de trucs enveloppés dans du plastique. Voilà, pas grand-chose à voir effectivement avec la série qu'on aime tous les deux. Mais l'occasion peut-être de glisser tout de suite une recommandation post-podcast. Allez regarder cette série si vous l'avez pas déjà fait. Et puis je propose qu'on termine avec un dernier terme, puisqu'on a encore un petit peu de temps là. Est-ce que tu peux nous parler de l'indice Big Mac? Est-ce que là ça a un rapport avec la bouffe? Alors oui, alors ça a un rapport avec la bouffe. C'est un truc qui a été utilisé par The Economist, donc le fameux magazine de la City, la référence, hein, comme disait Arnaud Montebourg, le Charlie Hebdo de la City. Bon, ce qui est pas tout à fait vrai, ce qui est pas tout à fait vrai. Enfin, la référence de vieux. Je m'égare. Non, cet indice Big Mac, bon, déjà c'est un indice, donc un indicateur avec une formule derrière. Et c'est une alternative un peu triviale, un peu rigolote, une façon de calculer l'inflation, en fait. Ou en tout cas, c'est un indicateur de l'inflation. Souviens-toi, quand on avait fait l'épisode sur l'inflation, on avait dit qu'il y avait plusieurs moyens de la mesurer, et puis notamment de mesurer donc l'indice des prix. Et donc, pour mesurer l'écart des prix moyens, on va considérer un panier moyen, donc un panier de biens avec de la bouffe, des boissons, tout un tas d'éléments qui peuvent déloyer le loyer pour certains pays mettent pas en compte le loyer, mais on a une espèce de panier de la ménagère et c'est de ça que va découler l'indice des prix. Comment évoluent ces produits-là en moyenne, ça va donner l'inflation. Et ben l'indice Big Mac, c'est un peu la même chose, c'est de se dire que on va regarder le prix du Big Mac d'un pays à l'autre, que le Big Mac a plus ou moins finalement c'est une espèce de représentation de ce que pourrait être un petit panier alimentaire, donc parce qu'il y a du pain, donc il va y avoir le cours de la farine et donc derrière influencé par le blé, il y a de la viande, donc ça concerne aussi un autre type de produits alimentaires, un peu de légumes, un peu de sauce, un peu de tout ça, un peu de fromage, donc produits laitiers, etc. Et donc en comparant le prix des Big Mac d'un pays à l'autre, on aurait déjà une espèce d'indicateur de l'inflation de ce pays-là. Donc voilà, c'est pas aussi rigoureux et précis que la mesure de l'inflation, bien évidemment, mais ça peut être une mesure et on voit effectivement des variations assez importantes. Le McDo est dispo un peu partout dans le monde. Oui, c'est assez universel, effectivement. Voilà, c'est assez universel et donc c'est une manière un petit peu aussi de comparer le niveau de vie finalement. Donc c'est une alternative à l'inflation, une alternative un peu bancale, mais une alternative quand même. Alors évidemment, on aura des recommandations à vous faire concernant toutes ces petites définitions. On va pas les passer en revue là tout de suite. En revanche, tu voulais faire un petit peu d'autopromo. Je pense qu'on en avait déjà parlé de toute façon, mais on va le rappeler quand même que tu vas désormais publier régulièrement des petites BD autour de l'économie. Ça se passe où, comment, pourquoi? Oui, absolument. D'ailleurs, j'en profite puisque la plupart des termes que j'ai employés ici, sont des recyclages, puisque comme c'est des expressions imagées, vous les retrouverez en BD, donc c'est pas juste de l'autopromo, c'est une vraie recommandation liée à l'épisode également. Mais ça se passe sur le compte Instagram matin_quel journal, en référence à Matin, que tu connais Pilote, bien aussi. Ouais. Voilà, de Pilote. Qui est un compte Instagram assez suivi d'ailleurs, qui publie tous les matins à 7h un petit strip sur l'actualité et voilà, tous les jeudis jusqu'à Noël ou jusqu'à mi-janvier, on va avoir un petit strip économie où je suis scénariste mais pas dessinateur, hein. J'embrasse Piette qui lui est au dessin et qui se débrouille bien mieux que moi là-dessus. Alors avant de terminer cet épisode un peu spécial de l'EconoCast, on n'a toujours pas parlé finalement du rapport entre les bad banks et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, non, c'est vrai, effectivement. Bravo pour ta sagacité. C'est la tienne surtout parce que c'est toi qui me l'as rappelé hors antenne. On va être tout à fait honnête sur la question. J'avais complètement zappé aussi. Bref. Mais moi aussi, ceci dit, parce que je l'avais pas dans le conduct, donc forcément, ça n'a pas aidé. Mais non, plutôt que tergiverser, c'est une expression qu'on emploie souvent en finance, parce que l'idée, effectivement, c'est que un actif
même un prêt immobilier, voilà, en général ne disparaît pas, et même quand il devient moins performant ou moins rentable, et donc il faut chercher de s'en débarrasser. Donc c'est un petit peu ça la créativité financière. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une expression qui peut par exemple s'appliquer très bien à la titrisation. Souviens-toi de l'épisode précédent sur les subprimes où tous ces prêts un peu pourris, on s'est dit on va les repackager et les refiler à quelqu'un d'autre. Une application typique du rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. De la même manière que finalement, le rôle à plein temps d'une bad bank, c'est d'appliquer cette maxime pour essayer de se débarrasser des actifs un petit peu moins rentables, qui ne disparaîtront pas et qui seront refilés probablement à un fonds, un hedge fund ou à une autre banque qui sera prêt à récupérer ces actifs un peu pourris. Et c'est la fin de ce 14e épisode de l'EconoCast, un épisode spécial jargon. On se retrouve normalement, si tout va bien, le mois prochain avec une nouvelle thématique. Je pense qu'on n'y a pas encore réfléchi, mais donc si vous avez des suggestions, des envies, s'il y a des choses que vous voulez qu'on éclaircisse un petit peu, et puis même aussi ce genre de petits termes, on fera probablement très prochainement un épisode du Mamakabi. Donc n'hésitez pas à nous transmettre tout ça via les forums ou via les réseaux sociaux. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Michael. Non, rien à ajouter. On se retrouve le mois prochain, et en attendant sur Instagram avec ces petits strips. Voilà, à très bientôt pour un nouvel épisode de l'EconoCast, et puis merci à nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible. Des bisous à tous, ciao. Merci, à la prochaine. Un podcast signé Faskill. Faskill.com. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur Geekzone.fr avec une sélection de l'actualité proposée par Caféine et Faskill. Gaming, culture, software et tech, on fait le tri dans les news de la semaine pour vous proposer un récap digeste d'une demi-heure, histoire de ne rien louper des infos essentielles. Torréfaction, c'est votre rendez-vous avec l'actu geek tous les vendredis matins à 8h sur Geekzone.fr.